Une maison trop vaste pour un seul souffle, voilà comment un mythe apprend le silence. Les volets sont clos, la mer respire, l'horloge insiste. Sur les murs, des images d'antan continuent de sourire. Mais la lumière n'appartient plus à la même femme. Brigitte Bardot ne marche plus vers les projecteurs, elle marche dans une pièce où chaque pas réveille un écho. Les unes écrivent « icône », les chuchotements disent « polémique ». Et pourtant, quand la nuit s'installe, il ne reste qu'un fauteuil, un couloir trop long et des refrains qu'on n'ose plus fredonner. On a cru que la gloire protège, qu'elle bâtit des remparts contre les mots trop lourds, la fatigue, les souvenirs qui grattent. La vérité est moins brillante, la gloire est la première à partir. Elle s'éloigne sans prévenir, laissant des pièces froides et un cœur qui compte différemment le temps. Alors surgit une question que personne n'avait posée quand tout brillait. Que devient la femme quand la légende s'obstine à parler à sa place? Ce n'est pas un fracas, c'est une fermeture douce, une porte qui se referme, un rideau qui retombe, un regard qui s'éteint avant la lampe. La légende, portée si haut, devient parfois une cage polybelle, mais close. Et si la trahison la plus profonde n'était pas celle d'un homme, mais celle d'une image qui refuse de rendre la liberté à celle qu'elle a façonnée? Avant ce silence, comment la jeune femme est-elle devenue Bardot et à quel prix? On raconte qu'un mythe commence par une lumière. Pour Brigitte Bardot, ce fut d'abord un reflet. La blancheur d'un soleil sur la Méditerranée, les marches d'un studio, un geste qu'un objectif a su capturer. Avant que la sex symbole n'envahisse les unes, il y eut une jeune femme que l'on coiffa, maquilla, habilla d'un rôle simple et terriblement efficace, celui d'un désir que la France d'après-guerre n'osait pas encore dire. Le cinéma a donné des mots à ce désir, la presse, des images, et très vite, l'icône a pris la parole à la place de la personne. Les premiers clichés l'ont installée dans une évidence. Cheveux en bataille, savamment calculés, épaules qui captent la lumière, démarche comme une syncopation. Le public n'a pas demandé les coulisses. Il a exigé la répétition du miracle. Chaque apparition devait réécrire la même légende. Saint-Tropez comme décor, un vent qui soulève une mèche, un sourire fugace qui simule la liberté. La liberté, justement, à l'écran, elle éclate. Hors champ, elle s'amenuise. Car une image triomphante a ses lois, et la première d'entre elles est de ne jamais changer. On l'a photographiée comme on capture une saison. On a voulu que l'été dure toujours, mais les étés, même mythiques, ont une fin. L'industrie, elle, ne connaît pas la fatigue. Elle réclame la silhouette exacte, le regard exact, le frisson exact. Il faut donner, encore et encore, le moment juste avant qu'un rideau ne tombe. À force d'être l'instant, on devient prisonnière du présent figé. Ce visage-là, ce corps-là, cette lumière-là. À quelle distance peut-on tenir la caméra pour qu'elle n'entre pas sous la peau? De tournage en tournage, le rôle s'épaissit, comme si l'on resserrait une couturière invisible. On ne discute plus la profondeur d'un personnage, on ajuste la courbe d'une aura. Les interviews se répètent, l'angle aussi. La petite question qui n'en est pas une, vous êtes un fantasme. Et la réponse doit être un clin d'œil. Derrière le clin d'œil, pourtant, il y a des nuits qui veillent, des colères que l'on garde dans la poche, des noms qu'on n'ose pas prononcer parce que la machine s'émeut mal de la fragilité. Le mot « sex symbole » a la douceur d'un label et la dureté d'un verdict. Il vend des affiches, il achète votre intimité. Il simplifie tout jusqu'à l'os. La peur, la joie, la honte, la fierté, tout est converti en spectacle. On feint de maîtriser ce jeu et parfois on le maîtrise. Car Bardot n'a jamais été seulement regardée. Elle a su aussi regarder le regard qui la fixait, le retourner, le dévier. Elle a imposé des silences, choisi des retraits, abrupts parfois, comme pour rappeler que le corps n'est pas une monnaie infinie. Mais chaque retraite est lue comme un scandale. Chaque silence, comme une provocation. Plus l'icône se protège, plus on lui demande d'ouvrir les rideaux. Et quand elle parle, on lui reproche de ne plus parler comme avant. Il n'y a pas de bonne réponse dans la cage polie. Respirer fait du bruit, se taire aussi.
On peut gagner un pays en affiches et perdre la paix d'une chambre. On peut remplir des journaux et se vider de ses soirées. Il reste alors à inventer d'autres places pour son visage. Non plus le plein projecteur, mais l'ombre choisie. Non plus le décolleté cadré au millimètre, mais le col roulé d'une immensité privée. Non plus la plage bondée, mais un sentier sous les pins. L'icône recule, non sous la contrainte, mais par instinct de survie. On apprendra plus tard à nommer cette retraite. Un besoin d'air, la recherche d'un sens, la dignité de dire « assez ». Pourtant, même loin, la légende insiste. Elle franchit les clôtures, elle recompose des histoires avec des silences. Reste la question nue que personne ne pose quand l'affiche brille. Que coûte un mythe à la chair qui le porte? La jeunesse ne vous prépare pas à la facture. Elle vous lance en avant, légère, et l'addition vient après. On croit payer en heures de sommeil, on découvre qu'on paie en mémoire, en regard sur soi, en droit de changer. Et changer, pour une image, c'est un sacrilège. Alors commence l'autre récit, celui qu'on raconte rarement, l'inventaire des petites fuites de lumière, des coutures qui tirent, des gestes que l'on renonce à jouer. C'est ici que l'on bascule vers la vraie question, moins brillante mais plus humaine. Comment vivre avec ce qu'on a incarné? Et comment faire place, dans ce visage que tout le monde connaît, au passage du temps qui ne demande la permission de personne? Le mythe impose sa forme. Le temps, la sienne. Quand ils se rencontrent dans un même corps, que devient la mémoire, salut ou prison? On pourrait croire que l'ascension protège de la gravité. Le sommet, vu d'en bas, ressemble à une promesse d'air plus pur. Mais là-haut, l'air est rare, et le ciel, plus proche, pèse autrement. Pour Brigitte Bardot, la hauteur n'a jamais été un refuge. C'était un poste avancé face au vent. De ce poste, on voit tout. La foule qui acclame, les regards qui consomment, le calendrier qui tourne. Et l'on entend aussi plus clair que jamais le tic d'une horloge intérieure que la célébrité n'a jamais su faire taire. Le corps d'abord, ce compagnon discret de toutes les gloires. Longtemps, il a été un instrument parfaitement accordé. Lumière, angle, mouvement, chaque plan chantait. Puis viennent de petits frottements, des accrocs que seule la personne perçoit. Une fatigue qui rallonge la distance entre loge et plateau, un souffle qui demande une seconde de plus, un cou qui préfère l'ombre à la rampe. Ce ne sont pas des renoncements, ce sont des ajustements, les premiers pactes passés avec le temps. On recadre, on choisit mieux ses heures, on ferme la porte plus tôt, on apprend que la beauté n'est pas un état, mais un rythme, et que ce rythme, à la longue, réclame de l'indulgence. Le temps, lui, ne signe aucun contrat. Il s'invite dans les gestes, dans la façon de nouer un foulard, dans les plis d'un sourire qu'on croyait immuable. Il ne vient pas pour annuler, mais pour compléter. Pourtant, l'icône, par définition, refuse la complémentation. L'icône fige. Bardot découvre que l'image qu'on a gravée d'elle n'a pas d'âge. C'est un soleil arrêté au zénith. La femme, elle, avance dans l'après-midi. Entre les deux, une tension polie jamais violente, toujours ferme, qui demande, chaque jour, laquelle des deux va parler aujourd'hui. La mémoire arrive alors comme une maison de secours. On y range des scènes, des visages, des phrases qu'on n'a pas prononcées à temps. On y met de l'ordre, on en sort des parfums. La mémoire console. Dans sa lumière douce, tout reprend sa place, même les soirs trop bruyants. Mais la mémoire est aussi un miroir qui ne ment pas. Elle renvoie les manques, les impatiences oubliées, les compromis nécessaires. Parfois, elle grossit les détails, comme le ferait un maquillage trop insistant. D'autres fois, elle gomme, par bonté, ce qui ferait trop mal à revoir. Bardot apprend à vivre avec ce double mouvement sauvegardé et simplifié qui ressemble étrangement au cinéma. Il y a des jours où l'on croit pouvoir habiter la rétrospection. On ouvre un album, on sourit à une photo que le public n'a jamais vue, on se remet à respirer au rythme profond des souvenirs. Puis le dehors frappe à la porte un appel, une émission qui réécrit un épisode, et l'on se rappelle que la mémoire n'est pas un pays indépendant. Les autres y circulent sans visa, armés d'opinions rapides. Le passé, pour une icône, n'est pas une retraite. C'est un territoire disputé. Alors, on tente un autre art, celui de l'absence choisie, savoir ne pas être là,
quand la lumière n'éclaire plus qu'un cliché. Savoir dire non, non par caprice mais par hygiène, non pour préserver la personne dont l'icône a besoin pour exister dignement. On apprend à refuser des scènes qu'on n'aurait pas refusées autrefois. On accepte que ce refus soit lu comme une manière d'offense. On préfère la fidélité à soi à l'obéissance au mythe. Ce courage-là ne s'applaudit pas. Il se pratique en silence. Dans ce silence naît une forme de présence plus exigeante. On ne cherche plus la phrase brillante, on cherche la phrase juste. On ne cherche plus l'image la plus vue, on cherche l'image la plus vraie. Parfois, cette quête passe par des retraits prolongés, par des saisons entières sans apparition. Comme tous les choix qui ne font pas de bruit, ils fabriquent des doutes chez ceux qui regardent de loin. On imagine des crises, on invente des déserts. La réalité, souvent, est plus simple. Se tenir à distance pour se tenir droite. Reste cette question que le sommet n'avait pas posée. Que veut-on, à la fin, transmettre? Une étincelle, un parfum, une façon de tenir tête au temps sans l'insulter. Bardot n'a jamais été seulement l'objet d'un regard. Elle a été, à sa manière, une langue. Une manière de dire aux femmes qu'on pouvait s'emparer de sa propre image, une manière de dire aux hommes que le désir n'est pas une dette. Cette langue ne se parle pas dans le fracas, elle se parle dans la nuance, parfois même dans la contradiction. Elle demande des silences, des nuances, des pas de côté. Elle pousse à préférer la vérité mouvante d'une vie à la clarté immobile d'une icône. Un soir, en rangeant un tiroir, on tombe sur un article jauni. On relit une phrase qui avait blessé, un titre qui avait collé trop longtemps. On sourit non par oubli, mais par désarmement. Le temps a fait son œuvre. Ce qui faisait mal ne fait plus loi. Et pourtant, la page suivante rappelle que l'époque a changé de vitesse. Désormais, ce qui se dit se répand plus vite que la pensée qui la produit. Les mots voyagent sans bagage. La moindre formule quitte le salon et se retrouve à la une du Monde. C'est là que la mémoire redevient un risque. Elle alimente des récits qu'on ne maîtrise pas. On veut corriger, préciser, replacer dans le contexte. La houle médiatique exige au contraire un verdict. Une hésitation devient accusation, une nuance devient scandale. Le corps, le temps, la mémoire avaient trouvé un équilibre fragile. Le vacarme des interprétations menace de les brécher. Et si, parfois, une seule phrase mal attrapée par le vent suffisait à tordre un destin, il suffit parfois d'un souffle pour que la paroi se fende. Une formule attrapée trop vite, un haussement d'épaule mal cadré, une phrase qui perd sa nuance sur le chemin des rotatives. La fissure n'est pas d'abord un cri, c'est un cheveu dans le verre. Autour de Brigitte Bardot, l'air médiatique a longtemps été saturé de reflets. Chacun y voyait ce qu'il voulait voir. Et lorsqu'un reflet dissonant apparaît, il devient soudain le miroir principal. Les plateaux demandent du clair, du tranché, du oui ou non qui se découpe net, alors que la vie n'offre presque que des « ça dépend ». On arrive poli, on repart polarisé, on répond à une question en pensant au contexte, le montage lui ôte le souffle qu'il expliquait. Le lendemain, la manchette sert un résumé qui tient dans un bandeau, la prudence en a disparu. Ce qui a été, pour celui qui parle, une nuance posée, devient, pour celui qui lit de loin, une prise de position définitive. À partir de là, la fissure commence sa vie. Chaque écho l'élargit, chaque partage la prolonge, chaque interprétation la durcit. On évoque polémique et procès, comme si l'on parlait d'épisodes d'une série. En réalité, chacun de ces mots signifie des heures d'attente, des lettres échangées, des précautions, des incompréhensions accumulées. Cela signifie surtout un malentendu persistant entre ce qu'on voulait dire et ce qui a été entendu. Bardot a toujours été une cible idéale pour les simplifications, trop connue pour être protégée par l'obscurité, trop singulière pour coïncider avec l'image qu'on voulait garder d'elle. Un mot déplacé, on y lit un programme. Un retrait, on y voit un aveu. Un engagement, on le juge à l'aune d'un passé qui ne passe pas. Il y a là une fatigue qui ne fait jamais la une usure sans image spectaculaire. S'expliquer, c'est déjà perdre. Plus on précise, plus on semble s'excuser, plus on détaille, plus on offre de matière à trancher. L'icône n'a pas le droit au brouillon. La moindre rature devient un tableau. Alors on choisit parfois le silence, pas le mutisme hautain,
mais le silence qui protège la phrase juste de la rumeur mauvaise. Ce silence, vu de dehors, est pris pour du mépris. Vu de dedans, c'est une hygiène. Dans les couloirs des rédactions, on sait qu'un nom comme Bardot fait cliquer le regard. Il résume une époque, il déclenche une nostalgie, il promet une controverse. L'économie du bruit n'aime pas la complexité. Elle préfère l'affrontement à la nuance, l'excès à l'ellipse. On colle des étiquettes qui ne s'enlèvent plus, et l'on demande ensuite pourquoi la peau est irritée. On aurait voulu qu'elle soit à la fois l'icône inusable des années 60 et la conscience parfaite d'un temps qui change chaque mois. On punit la contradiction, alors que vivre longtemps, c'est précisément traverser des contradictions. Dans ce théâtre, Bardot n'est ni héroïne ni coupable en carton-pâte. Elle est une femme qui vieillit sous microscope. On oublie que les vies privées ont besoin d'ombre pour respirer, et qu'une vie entière racontée au présent subit une justice instantanée. La lenteur, seule capable de replacer une phrase dans une histoire, a déserté les habitudes. Les réseaux raccourcissent les distances, mais aussi la patience. On exige des excuses avant d'avoir posé la question, des condamnations avant d'avoir lu, des absolutions avant d'avoir compris. Et quand l'intéressé cherche le fil juste, on lui reproche de ne pas parler au rythme des notifications. Rien de tout cela n'efface la part de responsabilité. Les mots engagent, les positions dessinent des lignes, mais une biographie est un relief, pas une surface plane. Elle contient des crêtes et des creux, des angles morts et des clairières. Elle contient aussi un droit au changement, ce droit que l'on concède si rarement à ceux qu'on préfère croire immobiles. S'il y a fissure, c'est qu'il y a eu autre chose. Une matière, une densité, qui valait d'être tenue. Une paroi sans vie ne se fissure pas, elle se casse. Or ici, rien ne s'effondre d'un coup, ça craque, ça prévient, ça cherche des renforts. Et pendant que dehors on additionne les titres, dedans il faut continuer de tenir sa journée. Répondre aux appels nécessaires, ignorer ceux qui n'apportent que le tumulte, choisir une promenade au lieu d'une apparition, écrire une lettre au lieu d'un communiqué. C'est un artisanat discret. Ajuster la place de sa voix, refuser la mise en scène qui déforme, accepter quelques malentendus pour sauver quelques vérités. Ce choix n'est pas spectaculaire. Il n'appartient pas au champ du buzz. Mais il dessine une ligne de vie peut être la seule tenable quand le nom propre est devenu un mot public. On dira « elle aurait pu, elle aurait dû ». On dira toujours « l'histoire retiendra autre chose, plus fine et plus résistante ». La tentative obstinée de préserver une personne au cœur d'une légende qui ne cesse de l'absorber. La fissure publique n'aura pas été une chute, mais une frontière neuve là où l'on redevient soi, même si la foule n'applaudit pas. Et si nous entrions maintenant dans une journée précise, celle où le bruit a tout recouvert pour comprendre comment naît une tempête, le matin n'a rien d'exceptionnel, et c'est précisément ce qui va le rendre inoubliable. Une lumière droite, sans humeur. Le premier café, un geste d'habitude, puis un frémissement. Le téléphone vibre, une fois, deux fois, trois, jusqu'à devenir un insecte obstiné contre le bois de la table. On pense d'abord à une erreur d'alarme. On réveille l'écran. Des messages empilés, des appels manqués, un sujet qui se dresse, sans prévenir, comme une vague au-dessus d'un rocher. La veille, on a parlé trop longuement peu, être dans un salon où l'on croyait le monde tenu à distance. On a posé des nuances, on a dit « il faut replacer », on a mis des guillemets sur l'émotion pour la faire passer sans blessure. La conversation a eu sa respiration, ses silences utiles, ses regards qui signifiaient « je vous suis ». Ce matin, il ne reste que des titres. Une phrase désossée de son contexte, une coupe franche qui supprime la charpente. La nuance s'est perdue comme une lettre jamais arrivée. On appelle d'abord l'attaché de presse, la voix posée mais trop rapide. Il va falloir réagir. Réagir à quoi, exactement? Au reflet de la phrase ou à l'interprétation du reflet, puis viennent les demandes. Une matinale réclame un passage court. Une émission d'actualité veut une mise au point. Un site propose un entretien bienveillant, promis. Il y a urgence. L'urgence n'explique jamais pourquoi. On entend déjà, derrière les formules lisses, le cliquetis des rotatives, l'appétit propre du mot Bardot
qui attire à lui les regards comme un lampadaire les insectes. Le bruit se coordonne. Il a ses relais. Un chroniqueur fait mine de résumer et déforme. Un autre cite le premier pour se protéger. Un troisième additionne les deux. Les réseaux s'enflamment au présent. On s'indigne avant de comprendre. On condamne avant de vérifier. On sature l'air d'une certitude disponible en 3 secondes. Elle a dit « Elle pense, elle persiste ». Personne ne se parle, tout le monde parle. La grammaire du vacarme est simple. Sujet, verbe, verdict. Dans la maison, l'air change de densité. On tire un rideau par réflexe, non pour se cacher, mais pour retrouver un peu de température humaine. On ouvre une fenêtre dans une pièce qui ne donne sur rien d'autre que le jardin. La mer, au loin, conserve sa mesure. Elle ne s'est pas accélérée. On s'assoit. Face à soi, une pile de photographies anciennes. Sur le dessus, un visage en plein soleil. L'insouciance parfaite d'un après-midi que personne n'avait pensé couper. On soupire. Pas de plainte, un désarmement. On a connu ces jours. On sait leur trajectoire. Le pic, la déformation, l'évidement, la retombée. Reste à choisir la place de sa voix. Un communiqué, trop froid. Une vidéo, trop nue. Un texte signé, trop lourd aujourd'hui, trop léger demain. On tente 10 lignes claires, factuelles, sans adjectifs, puis on les efface. On entend déjà la lecture en diagonale, la phrase isolée, comme un insecte épinglé dans la vitrine. On préfère, pour l'instant, une réponse directe à 3 personnes qui ont écrit sans hargne. Replacer doucement, remercier d'avoir demandé, renvoyer à la conversation entière. C'est l'artisanat contre l'usine. Midi passe. Une breaking news s'installe en bandeau sur une chaîne d'infos. On commente l'onde de choc comme si l'onde était l'événement. La caméra ne montre jamais l'essentiel. La pensée qui cherche sa pente, la mémoire qui hésite, le cœur qui négocie entre la colère et la fatigue. On filme des façades, on invente des coulisses, on interroge un proche qui a connu l'époque, on invoque un spécialiste de l'image pour objectiver l'émotion. Tout cela est juridiquement prudent, humainement violent. Dans l'après-midi, l'amie fidèle, celle qui n'a pas besoin d'explication, envoie un message « Sors marcher », on obéit, parce qu'il faut redonner à la journée un corps qui respire. Le chemin sous les pins a ses propres priorités. Une odeur de résine, une ombre qui bouge en silence, un chien du voisin qui trottine, heureux, hors des polémiques. On marche assez longtemps pour que le bruit perde le droit de parler en premier. On revient. On sait que rien n'a vraiment changé dehors. Dedans, quelque chose s'est aligné. On se remet à la table, non pour se défendre, mais pour écrire juste. Un carnet plutôt qu'un écran. On note ce qu'on voulait dire hier, le souci, l'intention, la limite qu'on s'était posée et qui n'a pas tenu sous la découpe. On écrit pour soi, sans posture. On se rappelle alors une règle simple. On ne gagne jamais contre le vent en criant plus fort. On gagne parfois en posant une pierre, une seule, assez dense pour rester visible quand tout aura cessé de tournoyer. Quelle pierre aujourd'hui? Peut être une entrevue longue, plus tard, avec quelqu'un qui s'est laissé vivre une nuance. Passe maintenant. C'est l'heure où tombent les tribunes. Elles arrivent par grappes, comme des orages jumeaux. Certaines sont droites, d'autres expéditives. On pourrait répondre à chacune. On choisirait alors de mourir de 1000 réponses. On préfère tenir un axe, ne pas ajouter de bruit au bruit. Pour autant, on ne s'absente pas tout à fait. On demande à l'attaché d'envoyer, à ceux qui le souhaitent, la transcription intégrale de la conversation de la veille. Transparence simple. Remettre les respirations entre les mots. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. En fin d'après-midi, l'onde atteint son sommet. On le reconnaît à un signe précis. Des messages arrivent, non pour parler de l'affaire, mais pour prendre des nouvelles. L'humain repasse la tête par-dessus la tapisserie de la journée. On répond, cette fois sans réserve. La fatigue n'est pas une excuse. C'est un fait. On l'a dit, sans pathos, sans orgueil. On reconnaît une erreur de tempo, un malentendu d'image. On ne renonce ni à penser ni à parler. On se donne seulement le droit de respirer avant de recommencer. Le soir tombe comme il tombe toujours, sans demander le programme.
On range les téléphones dans un tiroir, on éteint l'écran principal, puis le second. La maison retrouve sa géographie. La cuisine, trop grande pour une personne. Le salon, trop plein de mémoire pour une soirée légère. On choisit un disque au lieu des informations. Une voix ancienne se glisse dans l'air, délicate, presque timide. Elle raconte un amour sans s'excuser de ne pas savoir conclure. On laisse la chanson finir. Le silence qui suit n'est pas celui du matin. Il a gagné de la place, de l'épaisseur, une capacité à ne pas trembler. Avant d'aller dormir, on trace 3 lignes dans le carnet. Laissez passer la nuit. Demain, proposez une conversation longue, non montée. Tenir la parole comme on tient une main pas pour la serrer, pour l'accompagner. On ferme. La tempête ne s'éteint pas d'un bouton, elle s'épuise en tournant. Demain, on retrouvera des titres qui s'assagissent, des commentateurs passés à autre chose, des amis qui proposeront un déjeuner loin de tout ça. Demain aura la texture d'une reprise. Ce soir, il n'y a ni victoire ni défaite. Il y a une femme qui a traversé une journée de bruit et qui, contre l'évidence, s'est choisie comme boussole. Cela ne fait pas la une, cela fait une vie. Après la tempête, il faut choisir une manière d'habiter le calme. Que garde Théon, que laisse Théon, et à quel prix reconstruit-on la paix? Après la tempête, il ne s'agit pas de disparaître, il s'agit d'architecturer le calme. Brigitte Bardot ne fuit pas le monde, elle lui assigne une distance. À cette distance, la journée reprend un visage humain. Une tasse tiède tenue à 2 mains, une fenêtre ouverte sur un jardin qui n'a pas lu les manchettes, une poignée d'animaux qui connaissent la seule actualité qui vaille la présence. La maison redevient un verbe, abriter. Choisir d'être à l'écart, c'est d'abord choisir pour quelque chose. Pour des causes, pour un rythme, pour une voix basse qui travaille plus longtemps que les slogans. L'engagement, désormais, ne se mesure plus aux plateaux visités, mais aux gestes répétés. Organiser, soutenir, convaincre sans spectacle. On parle rarement de cette part-là, parce qu'elle se prête mal au récit rapide. Pourtant, c'est là que s'invente une paix active. Sauver ce qui peut l'être. Prendre soin de ce qui dépend de soi. Tenir parole à ceux qui ne parlent pas. Mais la solitude choisie a un prix. Elle ressemble parfois à une porte qu'on ferme sur soi-même. Des invitations restent sans suite. Certaines amitiés, nourries par la vitesse d'autrefois, se fanent dans la lenteur nouvelle. On vous imagine replié, quand vous apprenez seulement à respirer hors des regards. On prête au silence des intentions qu'il n'a pas. Mépris, rancœur, calcul. La vérité est plus simple et plus exigeante. Ne pas alimenter le vacarme, c'est accepter d'être mal comprise. Il faut aussi renoncer à une portion d'influence immédiate. La voix publique, quand elle se tait, perd son droit d'urgence. On ne corrige plus chaque récit qui dévie, on laisse passer non par indifférence, mais par hygiène. À la place, on bâtit des choses lentes, des refuges, des réseaux de soutien, des relais discrets. On écrit des lettres plutôt que des postes. On préfère un dossier solide à une colère brillante. Cette économie du peu n'a rien de spectaculaire. Elle change pourtant le réel à l'échelle des mains. Vivre ainsi demande des rites. Une marche au bord de l'eau, à heure fixe, pour remettre de l'ordre dans la tête. Des lectures qui déplacent la lumière de quelques degrés. Un carnet où l'on note 3 lignes par jour, non pour faire mémoire, mais pour vérifier la direction. Prendre soin devient une grammaire, et le soin revient. On découvre que le temps, qu'on croyait ennemi, devient allié quand on cesse de le provoquer. Il polite les angles, rend à chaque mot sa densité, renvoie au superflu son impatience. Reste la nuit, parfois plus épaisse. Elle apporte ses inventaires, ce qu'on a dit trop fort, ce qu'on n'a pas dit assez, ce qu'on a laissé dire. Il y a des heures où la légende revient frapper à la vitre avec ses images immobiles. On la regarde sans s'y dissoudre. On sait désormais négocier avec elle, prendre l'héritage, refuser l'assignation. On ne sera plus le rôle qu'on a servi. On sera la personne qui, un jour, a commencé à s'en détacher. Ce détachement n'est pas une indifférence à l'art. Il arrive que la musique d'un film, un dialogue retrouvé, un plan volé au soleil de Saint-Tropez vous traverse comme autrefois. Ce n'est plus une convocation. C'est une visitation. On peut aimer sans être rappelé au service.
On peut saluer ce qui a été sans redéposer sa vie dans la boîte à lumière. L'icône cesse d'être une tâche. Elle devient un paysage, avec des chemins que l'on prend ou non. Ce choix a ses gains. La souveraineté des refus, la joie des petites fidélités, la possibilité d'accueillir le temps sans maquillage. On ne se bat plus contre chaque ride. On apprend à lire ce qu'elle raconte. On n'exige plus de l'avenir qu'il donne raison au passé. On accepte de n'être pas d'accord avec soi-même. Une liberté calme, presque têtue, s'installe, celle d'avancer sans plaire, d'aimer sans prouver, de défendre sans crier. Et pourtant, rien n'efface la question que pose toute longue vie visible. Que restera-t-il? Les controverses qui brûlent vite, les films qui durent, les gestes que peu ont vus, les animaux dont la paix ne fait pas de bruit. Brigitte Bardot n'a pas choisi entre ses héritages. Elle en a réordonné les places. Le vacarme à sa place, l'œuvre à la sienne, la cause au centre. Ce recentrage ne convaincra pas tout le monde, mais il trace une ligne sur laquelle il devient possible de tenir sans se trahir. Alors, quand un courrier arrive avec une accusation trop simple ou un hommage trop lourd, on répond par la même politique du peu. Un merci, une précision, puis le retour au travail discret. La journée s'achève comme elle a commencé, une présence à ce qui dépend de soi. La mer, au dehors, ne prend pas parti, elle continue. On ferme la fenêtre, on sait désormais que la solitude n'est pas un désert, mais un atelier. Reste à poser la dernière pierre. Que dit, au fond, cette vie à rebours de sa propre légende et quelle trace veut-elle laisser lorsque les lumières seront définitivement éteintes? On croit qu'une légende se mesure au cri qu'elle a soulevé. En vérité, elle se mesure au silence qu'elle laisse en paix. Quand les lampes se retirent et que l'écho se repose, que reste-t-il île de Brigitte Bardot? Des films qui continuent d'éclairer des soirs ordinaires. Des images qui ont bousculé un pays entier dans sa manière de regarder les femmes parfois trop, parfois mal, mais toujours assez pour que le débat avance. Et puis des gestes discrets, tenus loin des plateaux, qui disent qu'une vie ne se résume pas à sa plus belle affiche. La trace n'est pas un monument, c'est une direction. Elle indique sans forcer. Elle rappelle qu'on peut reprendre possession de son propre visage quand l'époque l'a trop maquillé, que l'on a le droit de changer d'avis, même si le monde préfère les statues aux êtres vivants, que servir une cause n'exige pas d'abandonner sa personne à la foule, qu'une retraite peut être une manière supérieure d'habiter le présent. Ce n'est pas nier les angles. Il y eut des phrases qui ont blessé, des colères mal lues, des malentendus qui n'ont pas trouvé leur pont. Il y eut aussi des fidélités têtues, des refus salutaires, des journées entières données à des êtres qui ne parleront jamais dans un micro. L'héritage, au fond, n'est pas un verdict, c'est un tri exigeant. On choisit ce qu'on emporte, la beauté qui a ouvert des fenêtres, la liberté d'une génération, la preuve qu'un mythe peut apprendre à respirer autrement. À ceux qui regardent Bardot de loin, comme on regarde un cap, la leçon tient en quelques phrases simples. On peut aimer sans s'absenter de soi, on peut se taire sans déserter, on peut consacrer sa lumière à ce qui ne rapporte rien. Et l'on peut, même tard, négocier avec l'image qui prétendait tout décider. La gloire passe, la personne demeure si l'on en prend soin. Reste la dernière nuit, celle qui vient pour tous. Elle n'a pas besoin d'être racontée, elle aura la douceur ou l'austérité de la vie qu'on aura patiemment re-rangée. Ce que dit Bardot à rebours de sa propre légende, c'est qu'il n'existe pas de fin spectaculaire à une existence tenue au fil des jours. Il existe des fermetures calmes, des rideaux qui tombent sans colère, parfois un jardin où des animaux continuent d'apprendre la paix à hauteur d'yeux. Alors l'écran se noircit et demeure une invitation. Regardez moins vite, jugez moins fort, laissez aux êtres la place de vieillir sans procès permanent. Et, quand l'icône refait surface sur une photographie trop connue, se souvenir que, derrière l'angle parfait, il y a une femme qui a tenté de rester droite au milieu du vacarme. Dernière image. Une fenêtre entr'ouverte sur la mer, le souffle régulier du large, et ces mots, comme un remerciement, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Le reste, désormais, appartient au calme.